Bonjour, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet, je dirais, d'un espace qu'on connaît, mais parfois on n'a pas toujours la mesure de voir à quel point il innerve nos vies. Donc effectivement, j'aime à dire que la mer et l'économie bleue, l'économie maritime, c'est la colonne vertébrale de l'économie française et donc de nos vies. Alors, je vous propose, on a à peu près 45 minutes, c'est ce qu'on m'a dit, donc 30 minutes à peu près pour vous rentrer un petit peu dans des chiffres et puis pour voyager, faire un petit peu ce voyage sur cette économie bleue. Donc en 3 temps, et puis j'aurai l'occasion de répondre à vos questions, évidemment. Donc, premier mot fort sur lequel je crois, et surtout avec... Alors, le cluster maritime français ne fait pas de politique, hein, mais par contre, on est le porte-voix de tous les agents, entreprises, labos, start-up, PME, collectivités, qui, effectivement, travaillons sur le maritime. Et donc, moi, j'aime à dire que nous sommes 11 millions de kilomètres carrés. Alors, on va en parler. Cherbourg fait partie, évidemment, des 11 millions de kilomètres carrés. Cherbourg est aussi important que Saint-Denis de la Réunion, où j'étais la semaine dernière. Et tout ça, c'est vraiment important pour la souveraineté française. Alors, pourquoi la souveraineté française ou les souverainetés françaises? Puisque finalement, la mer, les océans, d'abord, c'est un microbiote extrêmement fort, important, qui est essentiel à la vie. Cela veut dire que nous devons avoir une économie maritime, je dirais, raisonnée, pour prendre en compte toutes les questions de biodiversité, mais aussi une économie, je dirais, raisonnable, et on va parler de décarbonation ou peut-être de nouveaux usages également. Mais cette économie maritime, dont on va rentrer un petit peu dans le détail, elle est vraiment structurante parce que elle répond à des besoins primaires que nous avons tous. Se nourrir, par exemple, donc on parlera pêche. Se chauffer, parce qu'un corps sans énergie, il meurt. Donc évidemment, on a toute la question des énergies marines renouvelables, que l'on connaît ou que l'on va découvrir. Et puis, évidemment, on en parlera longuement dans cette présentation, dans le monde, 10 produits que nous consommons, sur 10 produits que nous consommons, 9 arrivent par un port, donc par un bateau. Donc autant vous dire qu'effectivement, c'est une colonne vertébrale, un cordon ombilical assez important. Sur la partie hexagonale, que nous connaissons bien, globalement, peut-être un peu moins bien sur les territoires ultramarins pour certains d'entre vous, mais on va en parler, c'est 72%. Il y a plus de 72% de ce que vous consommez tous les jours, de ce qu'on consomme tous les jours, qui est arrivé directement par un port. Et s'il n'est pas arrivé par un port, comme on est au niveau européen, il est arrivé à un moment donné par un port européen, pour être très clair entre nous. Donc, 11 millions de kilomètres carrés, c'est ce que je disais. Donc, la France dispose du 2e espace maritime mondial. Alors, on en parle assez souvent. On regardera tout à l'heure, peut-être sur la carte, ce que ça veut dire. Mais peut-être au moment où l'économie, je dirais, la France, parfois est en quête de sens, eh bien, en fait, la France, c'est pas l'Hexagone. La France, elle s'étend au plus proche des États-Unis, avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Ensuite, on peut parler de la Caraïbe, évidemment. Donc, on a cluster ou pas cluster maritime français, hein, c'est pas la question. On a évidemment pas mal de territoires dans la Caraïbe. On peut parler de Martinique, de Guadeloupe. On peut parler d'une partie de Saint-Martin. On peut parler évidemment de la Guyane, des territoires qu'on connaît tous, plus ou moins, parce que soit on a eu l'occasion personnellement ou professionnellement d'y aller. Donc ça, ce sont des territoires qui sont très loin, puisque en général, on est à plus de 7 000, 8 000, 9 000 kilomètres de l'Hexagone. Et puis d'autres de l'autre côté, dont la Réunion et Mayotte,
mais exactement même propos pour la Nouvelle-Calédonie ou pour la Polynésie, on est au bord d'un autre continent ou d'autres continents sur lesquels les cultures sont très différentes de celles de la France. Et en fait, je me dis que si on avait les moyens financiers, nous, France, enfin nous, Hexagone, on pourrait se dire qu'au mois de janvier, notre capitale, je dirais, intellectuelle serait peut-être Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme on en a 13, eh bien, peut-être qu'à la fin de l'année, on aurait terminé, je dirais, en Polynésie. Et en faisant ça, ça veut dire que si on faisait cette gymnastique intellectuelle ou entrepreneuriale, tous collectivement, et pas que quelques-uns de la chaîne de valeur du maritime, eh bien, on donnerait probablement plus de champs sur oser, sur entreprendre, et puis peut-être trouver des nouveaux modèles aussi de développement économique pour le pays. Et puis peut-être qu'on garderait ces cultures qui sont très diverses d'une autre manière. Donc l'économie maritime, c'est en 2023 119 milliards d'euros, on le verra tout à l'heure, vous aurez des chiffres par filière, et avec une capacité je dirais une capacité d'emploi jusqu'à 1 million d'emplois en 2030, alors c'est beaucoup, on regardera quels sont les secteurs qui peuvent rejoindre ce million d'emplois, et pourquoi, on en parlera tout à l'heure, il y a un petit gap entre le chiffre que je vais vous montrer et le million d'emplois. Voilà nos territoires ultramarins. Alors cette carte, elle est intéressante parce qu'il y a deux couleurs, enfin il y a plusieurs couleurs, et vous avez, donc c'est une carte européenne, hein, et en fait l'Europe, parce que la France aussi évidemment dépend de l'Europe, et nous avons de tête ces 22 territoires ultramarins en Europe. Donc les territoires ultramarins, ce n'est pas une particularité, je dirais, française. Par contre, c'est nous qui apportons effectivement le plus de territoires ultramarins à l'Europe. Donc vous voyez, ce que je vous disais, l'Europe continentale, celle qu'on connaît, qui est au centre de la carte, elle est grande, on la connaît, enfin, on entend parler de cette Europe, évidemment, tous les jours et à chaque heure, mais vous voyez que cette Europe, en fait, elle est beaucoup plus vaste, et je parlerai donc d'archipel France, comme d'un archipel européen aujourd'hui. Ah, juste peut-être, hop, si je peux revenir. Bon, tant pis, non, oui, si. Je vous disais, je vous parlais tout à l'heure de la Réunion, que l'on voit, parce que j'arrive de la Réunion. Alors, moi, je suis présidente du cluster maritime français depuis 2 ans, et je remercie Frédéric, qui était aux manettes du cluster avant moi, qui a fait un travail exceptionnel, ce qui m'a permis, moi, de pouvoir continuer ce travail. J'ai eu l'occasion, donc, depuis mon arrivée, de faire 2 déplacements seulement sur les territoires ultramarins, parce qu'on a un petit budget, cluster maritime français, on n'est financé que par nos adhérents. Je suis allée à titre professionnel donc en Guadeloupe, et sur la Guadeloupe, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a d'autres défis que ceux qu'on trouve ici en Hexagone, notamment la question de la sargasse, et puis les autres pressions sur l'économie bleue dont on parlera existent en Guadeloupe et en Martinique, mais surtout j'arrive de la Réunion. Et sur la carte, pour vous montrer un petit, ou pour nous rappeler collectivement, la Réunion, ce petit point, c'est à 11 000 km de Paris, de l'Hexagone. Et pourtant, je peux vous assurer que quand on arrive à la Réunion, je vais parler de celui-ci parce que c'est le dernier que j'ai vu, il est très frais, eh bien, on pourrait croire que la Réunion, c'est à 200, 300 km de Cherbourg, parce qu'en fait, on vit exactement de la même manière, et avec effectivement des interactions régionales qui, elles, sont très, très différentes, puisque, vous le voyez, la Réunion, il y a un petit bras de mer entre l'Afrique et la Réunion, c'est le canal du Mozambique. Et là, on a d'autres îles, qui sont Madagascar, entre autres, et Maurice, qu'on connaît peut-être à titre perso, hein, parce qu'on a peut-être passé quelques vacances aussi à Maurice. Et ces îles ne sont pas françaises. Et donc, ça veut dire qu'on a une partie de l'économie de la Réunion, notamment, je pense à la pêche, qui se retrouve très vite confrontée à une pression, à une compétitivité très dure et très accrue avec d'autres types de pêcheurs.
Voilà. Donc, ce territoire qui vit avec, je dirais, pleinement avec l'administration et la façon de fonctionner d'un territoire qu'on connaît ici en Hexagone, elle a une pression terrible, puisqu'elle est confrontée immédiatement à une compétition qui est hors Europe. Voilà, c'est un exemple. Et puis, ça ne vous a pas échappé, on est sur un axe qu'on appelle l'Inde Indo-Pacifique. Hein. La Réunion se trouve dans l'océan Indien et donc évidemment ça veut dire que c'est un territoire très important à la fois pour la France mais qui est entouré de puissances dont on entend parler tous les jours également. Un petit peu plus loin, je ne suis pas allée, je n'ai pas fait le tour des terres australes. J'aurais tant aimé, mais il faut beaucoup de temps. Ces terres australes sont extrêmement importantes pour la France. Et on a, grâce à ces terres australes aussi, la capacité, la possibilité d'avoir des vrais baromètres sur la biodiversité. C'est-à-dire que la France, dans son espace mondial dont j'ai parlé tout à l'heure, le deuxième, il y a une très grande partie de son espace qui est liée aux terres australes, et puis après, évidemment, sur toute la partie pacifique, puisque ce sont ces espaces qui accordent à la France ce deuxième espace mondial. Alors vous allez me dire, mais pourquoi autant d'espace? Pourquoi? À quoi ça sert? Donc si on continue, je vous disais, nos vies se transportent dans des conteneurs. Hein. On commande tous, chaque jour, tous les jours, que ça soit un téléphone, que ça soit un vêtement, que ça soit une voiture quand on peut, que ça soit du blé, du charbon, parce que ça existe encore. Eh bien, voilà les routes maritimes que la France utilise. Donc, vous voyez le chiffre, hein, c'est 76 000 kilomètres de routes reliant la France, je vais prendre en même temps, la France au monde, et pour assurer ce qu'on appelle la chaîne de valeur logistique. C'est-à-dire que quand vous commandez, que ce soit vous individuellement ou moi individuellement, hein, moi je commande tous les jours des produits de première consommation, mais ça peut être aussi mon magasin préféré, eh bien derrière, mon magasin préféré va réaliser l'ensemble de ces routes, ce qui est assez gigantesque. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup, notamment, on le verra tout à l'heure, de décarbonation du maritime. Donc, en Hexagone, on entend beaucoup parler de décarboner, des voitures électriques, changer ses ampoules, je dirais transformer nos entreprises pour ceux qui travaillent encore en entreprise. Mais en fait, il y a aussi le fait de décarboner ces bateaux, parce que ces bateaux, ils font des très grandes routes maritimes, et donc on cherche aujourd'hui, et on en parlera tout à l'heure, à faire en sorte qu'ils polluent moins, puisque eux aussi sont contraints d'être ce qu'on appelle net zéro carbone en 2050, alors je ne sais pas si on y arrivera, c'est un peu l'équivalent de la voiture électrique, c'est-à-dire je ne pollue plus du tout, rien. Voilà, donc vous voyez, alors je vais rester un petit peu sur cette carte, parce que vous avez dû entendre, où on peut peut-être se remémorer ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours d'ailleurs, mais si vous vous souvenez, il y a à peu près un an et demi, à la télévision, dans les médias, dans la presse, on disait « Oh là 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 là, il y a des pirates qui viennent stopper des bateaux et qui font la guerre. » Donc, il y a différentes routes maritimes, et notamment, on pense au canal de Suez, où on a vu des bateaux qui ont été ennuyés, très fortement ennuyés, par des Houthis ou peu importe les pirates concernés. Et en fait, dans ces bateaux, d'abord, il y avait évidemment nos cargaisons. Hein, imaginez, moi, j'ai décidé de changer de téléphone. Voilà, peut-être que dans ce porte-conteneur, il y avait mon téléphone, d'ailleurs, au passage. Et ces marins, qui sont des marins français ou mondiaux, peu importe leur nationalité, ont été confrontés à un risque de guerre. Et franchement, tous, quand on va au bureau le matin, c'est pas pour finir avec un accident de travail ou avec, je dirais, une difficulté corporelle. Et en fait, il existe en France une initiative, d'ailleurs, qui est européenne, qui s'appelle le MICA Center. Alors, le MICA Center, vous êtes dans certaines zones de route sous surveillance notamment française et en partie sur le canal de Suez, et imaginez que vous êtes arrêté, vous êtes à bord d'un bateau, vous commandez le bateau,
vous avez un ennemi qui est en face de vous, et cet ennemi vous dit des choses pas terribles. La première chose, vous avez un numéro d'urgence. Et ce numéro d'urgence, c'est le MICA Center qui est à Brest et qui va prendre le relais. C'est un peu l'histoire un peu du SAMU, hein. Si je fais un autre parallèle, il prend l'appel et donc il va gérer la crise. Et en général, quand il gère la crise, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Il envoie un bateau militaire français ou de différents pays avec lesquels on a une alliance. Ce sont en général des bateaux européens. Et ce bateau vient à la rescousse du porte-conteneur ou du bateau concerné. Ce sont en général des très gros bateaux pour aider évidemment l'armateur, en tout cas le bateau, à suivre son chemin. Donc, quand on entend parler à la télé des outils, de changer la route maritime et de faire 14 jours de plus, c'est-à-dire au lieu de prendre l'autoroute, je prends une route secondaire et je fais 14 jours de plus pour livrer le téléphone de Nathalie, mais avec 14 jours de retard. C'est effectivement assez intéressant parce que la question pour l'entreprise et pour les citoyens que nous sommes, c'est est-ce que je vais laisser plutôt s'installer un risque de guerre et un risque sur mon bateau, ou est-ce que je fais 14 jours de plus de bateau et pour le coup, je vais peut-être consommer un peu plus de carburant pour faire les 14 jours de plus de bateau. Voilà. Maintenant, économiquement, on a fait des calculs et l'un ou l'autre, c'est à peu près le même prix pour l'armateur. Parce que quand on passe Suez, en fait, c'est un peu comme l'autoroute, il y a un péage et on paye. Donc, entre payer un péage ou, je dirais, perdre 14 jours de carburant, globalement, la facture est à peu près la même. Mais tout ça, si je vous en parle, c'est que ça a une conséquence aussi sur les débats politiques du moment. Vous avez entendu parler, vous entendrez parler, que ce soit par les parlementaires, par la classe politique, de ce qu'on appelle très vulgairement les ETS ou les avantages, entre guillemets, impôts fiscaux des armateurs. Et en fait, tout ça s'est rattaché, finalement, à ce modèle économique de est-ce que je décarbone la flotte française ou est-ce que, effectivement, moi, armateur, je fonctionne en fonds propres et je vais mettre beaucoup plus de temps à décarboner mes bateaux. Et plus de temps, ce sont des murs financiers, donc ce n'est pas 2 ans de plus, hein, c'est 10 ans, 15 ans de plus. Donc il y a tout un débat politique aujourd'hui. Et le seul mot que je voudrais vous dire là-dessus, c'est que moi, ce que je demande aux politiques, c'est que quand, sur la partie notamment taxation du maritime, pour la partie française, c'est de faire en sorte que la France reste compétitive par rapport à ses partenaires européens, parce qu'il n'y a pas que la France qui a des bateaux hein, et des ports. Et le deuxième message, c'est de regarder l'impact pour le consommateur, parce qu'on peut toujours défaire une taxe, en remettre une autre, en défaire une autre. Si à la fin du fin, finalement, le panier de la ménagère ou le coût de mon iPhone livré chez moi a pris 10 ou 20% de plus, j'aimerais le savoir assez vite, et puis notamment au moment de mon vote ou à partir du moment où on va, moi, m'interpeller en tant que citoyen. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que cette économie maritime, elle constitue un pan, je dirais, très important de la compétitivité du pays, certes, mais du pouvoir d'achat du consommateur. Et puis, entre deux, évidemment, on va le voir sur une partie de ma présentation, c'est un impact sur l'emploi, l'entreprise, la formation et puis d'autres sujets dont on parlera tout à l'heure. Voilà, je voulais m'arrêter sur cette carte parce qu'en fait, on voit rarement comment arrivent nos bateaux où on se dit je commande quelque chose, mais c'est juste parce que j'ai fait une commande sur mon site internet ou parce que je suis allée dans mon magasin préféré cet après-midi ou hier après-midi. Et en fait, voilà comment se déplacent les voies maritimes. Dernier point sur cette carte-là. Évidemment, le poids maritime dont je parlais tout à l'heure, notamment l'approvisionnement sur les îles ou sur les territoires ultramarins, il est essentiellement par bateau. Donc ça veut dire que dès qu'il y a une grève portuaire, nous on le sent plus ou moins, ou souvenez-vous du Covid, voilà,
souvenez-vous du Covid, et on a tous des souvenirs où on se disait tiens, j'ai plus mes produits préférés au bout de 15 jours, mais sur les territoires ultramarins, c'est beaucoup plus court en fait. Voilà. Donc le transport maritime, où quand vous ouvrez vos placards et vos frigos, dites-vous tiens, je pense effectivement aux marins et surtout à l'importance du port, du bateau. Sans ça, je n'aurais pas mes produits. Ou alors peut-être plus cher ou arrivant d'une manière plus difficile chez moi. Alors, si on revient un peu plus cette fois sur les enjeux de cette carte et sur les enjeux de l'économie maritime, et je vous donnerai tout à l'heure qu'est-ce que l'économie maritime en termes de chiffres, mais déjà vous voyez un petit peu les choses. En fait, on est la concaténation de tout ce qui peut, je dirais, être politiquement de nouveau sur le devant de la scène. J'ai parlé du détournement de la mer Rouge, du trafic en mer Rouge. Voilà, ça représente 12% du commerce mondial. J'ai parlé du Mika Center. Donc, vous avez compris que l'instabilité politique, elle est au cœur, je dirais, de nos vies, tous les jours. Deuxième sujet très important, que ça soit sur la partie hexagonale comme sur la partie ultramarine, c'est la pêche illégale. Donc ça, la pêche illégale, c'est extrêmement important. Alors, un petit message quand même, le cluster maritime français, qui est le porte-voix, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute cette chaîne de valeur. Moi, je suis intervenue dans la presse, rarement, je le fais rarement, mais j'ai trouvé que les pêcheurs avaient été très ennuyés il y a quelques mois par certaines ONG. Et je voudrais redire là, ce matin, comme je l'ai écrit, que la pêche française, qu'elle soit en hexagone ou sur les territoires ultramarins, elle respecte complètement les quotas que donne et que demande l'État. Et souvent, quand on parle de pêche illégale, ce n'est pas nos pêcheurs, nous, Français, qui pêchent illégalement. On va parler de cela. Je vais plutôt vous parler de pêcheurs qui ne sont pas français et qui viennent pêcher dans les eaux françaises, et c'est surtout à l'international, sur les stocks de pêche français. Voilà. Et c'est cette pêche qui n'est pas possible. Et en plus, avec des moyens de pêche qui sont inacceptables pour les fonds, qui sont inacceptables pour la biodiversité. Voilà. Et donc, on parle beaucoup de la FAO. Je ne vais pas les stigmatiser, ils sont venus aussi à l'UNOC. Mais nos volumes de pêche sont ridicules par rapport à la pêche illégale de certains pays, notamment les pays d'Asie et la Chine. La piraterie, évidemment, hein, ça c'est de plus en plus, alors que c'est un fléau que l'on regarde, sur lequel l'État, notamment avec l'Action en mer, a un travail de fond. La piraterie, ça touche tout le monde. Je veux dire qu'on soit sur un bateau de pêche, comme c'est écrit, un bateau de plaisance, un gros bateau. Alors bon, si vous louez demain un bateau d'un port X, que ce soit d'Hexagone ou territoire ultramarin, vous n'êtes pas complètement en risque. Mais pour les gens qui sont souvent en mer, dont c'est le métier d'être marin, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils peuvent être pris à partie. Et de plus en plus, c'est un peu comme à terre. Hein. En mer, on a les mêmes fléaux qu'à terre, en fait. Hein. Et puis, la deuxième, je vous ai parlé d'un premier cordon ombilical qui était effectivement le port avec le bateau, ça vous l'avez compris, la pêche par l'alimentation en particulier. Le deuxième regard que je voudrais vous faire porter ce matin, c'est qu'on est passé dans un monde depuis peu où tout est numérisé, et notamment toute l'information passe par des câbles de communication. Et les câbles de communication, quand vous appelez vos amis, votre patron, quand vous appelez votre banque, quand vous faites une commande, quand vous voulez faire un acte bancaire, tout passe par des câbles de communication sous-marins. Tout. Donc c'est hautement stratégique, et c'est le deuxième
cordon ombilical de la France et en partie de l'Hexagone. Voilà. Donc, évidemment, ça veut dire que derrière, il y a de plus en plus une attention sur la surveillance de ces câbles, évidemment sur la maintenance de ces câbles. Et là, on peut déjà noter aussi des nouveaux métiers et puis des nouveaux enjeux de sécurité autour de ces câbles de communication. Je dirais câbles de communication et infrastructures sous-marines. Les infrastructures, ce sont en général des unités de stockage de nos données. On a un disque dur à la maison, le gros disque dur ou les très gros disques durs de l'État ou des très grosses entreprises sont parfois sous l'eau. Alors, les chiffres de l'économie bleue. Donc, je ne vais pas les citer, vous les avez. Alors, la présentation, elle est publique, hein, donc moi, je pourrais vous la confier et vous pourrez l'utiliser dans différents canaux d'information ici à Cherbourg sans aucun problème. Donc, vous avez le nombre d'emplois directs. Il faut savoir qu'en général, un emploi direct, donc les 486 000, génère entre 2 et 3,8 emploi indirect. Je vais vous prendre un exemple. Quand on a une ville portuaire comme Cherbourg, oui, il y a une activité forte dans le port, mais il y a naturellement une activité forte à l'extérieur du port, que ce soit des écoles qui sont créées, que ce soit des hôtels qui sont installés, que ce soit le boulanger ou le restaurateur qui ouvre une nouvelle enseigne. Ça fait partie directement des emplois indirects et sans quoi, effectivement, une ville portuaire rayonne différemment quand elle a un port ou quand elle n'en a pas, en termes de, je dirais, d'emplois qui ne sont pas liés directement à l'activité du port, mais qui demandent évidemment des services annexes. Alors, je parlais du million d'emplois tout à l'heure, et là, je voudrais vraiment remercier le cluster donc, qui m'accueille ce matin, parce qu'en fait, pour moi, la mer, alors, le cluster maritime français, c'est au départ un cluster qui est interprofessionnel, c'est ce que vous avez compris. Mais j'ai souhaité, à mon arrivée, donc compléter avec je dirais, une main tendue vers le grand public. Parce que comme ces métiers, on les connaît peu ou pas, il y a 1000 métiers, un peu plus de 1000 métiers connus aujourd'hui dans les secteurs qui sont annoncés ici. Je trouve que parler de la mer, c'est commencer par parler de la plage, en fait. Parce que pour attirer nos jeunes vers les métiers du maritime, je trouve aussi intéressant, comme il y a à peu près 500 000 emplois, un peu moins de 500 000 emplois maintenant, parce qu'on est à 500 000 emplois, comme on est à peu près à 500 000 emplois encore à pourvoir, ce qui est intéressant, et la Cité de la Mer est emblématique pour ça, ici, à Cherbourg, c'est de montrer la mer dès la terre. Et donc dès la plage aussi. On connaît tous une plage, on commence tous peut-être par des châteaux de sable, par de la pêche à pied, et puis on va avoir un regard un peu plus lointain, et puis on va s'intéresser aux bateaux, où on a fait une carrière d'hôtellerie, et puis on a envie de voyage, et on ne sait pas finalement qu'il y a des passerelles entre la terre et la mer sur des métiers comme ça. Donc pour moi, c'est important. C'est devenu important depuis quelques mois et on ne le sent pas trop au cluster maritime français parce qu'on démarre. Mais moi, j'imagine effectivement un cluster maritime français avec de plus en plus d'interactions sur ces premiers environnements et ces premiers métiers qui sont, je dirais, la mer, la plage. Pour une autre raison qui nous touche tous et que j'ai aussi, qui ne sont pas dans ces chiffres clés, mais qui sont extrêmement importants, c'est l'érosion et le changement de trait de côte. Parce que derrière ces activités et ces filières dont on parle, beaucoup dépendent aussi de la qualité de l'eau, mais aussi du premier espace côtier. Donc, il faut se poser la question et accompagner ces entreprises, ces propositions de services et surtout de produits, je pense à la conchyliculture entre autres, eh bien à les faire muter ou en tout cas à changer un certain nombre de choses pour que en 2040, 2050, 2060, ça soit encore possible.
L'économie bleue en France. Donc là, on est sur la partie chiffres maintenant. Donc les filières, comme ça, on commence à parler des filières. Alors, il y a un document qui... vous verrez une petite photo sur une des prochaines slides. Vous pouvez retrouver tous ces documents. Un document qui fait à peu près 500 pages. Je remercie Frédéric, parce que c'est lui qui l'avait, Frédéric Moncani-Saint-Aignan, qui l'avait initié avec le secrétaire général de la mer, qui s'appelle l'économie bleue en France. Et donc, c'est une vraie infographie qui fait 500 pages sur l'ensemble des filières de l'économie bleue. Et donc, ce document est mis à jour régulièrement et il vous donne tous les chiffres clés des filières. Il vous donne une cartographie aussi des territoires. Et ça permet aussi à l'ensemble des régions ou des gens qui s'y intéressent de regarder comment développer du business. Donc, voilà, vous avez des chiffres qui sont colossaux. J'ai parlé des 90% des échanges commerciaux se font par la mer. Vous avez des chiffres 325 millions de tonnes de marchandises en 2024. Enfin, je vais pas les citer, mais vous voyez que c'est énorme. La France n'a pas à rougir de son industrie bleue. Elle est énorme. Il faut qu'elle la défende, notamment sur la partie port. C'est pour ça qu'on fait attention et on doit faire attention dans les années qui arrivent et même dans les semaines qui arrivent sur le maintien, notamment des aides ou des transformations, notamment sur le port. Ça, c'est vraiment important. Un port qui n'est pas transformé, qui n'est pas performant, c'est du trafic qui se déporte, pour le coup, assez vite vers la Belgique. Là. Donc, collectivement, il faut qu'on fasse attention à ça. L'industrie navale se porte bien. Les flottes de commerce, vous avez vu, je vous l'ai démontré, un trafic mondial qui a quintuplé depuis les années 70. J'aurais pu rajouter, et on a rajouté depuis, flotte militaire, au même titre que flotte de commerce, parce que on suit ça de très près aussi, même si on a moins d'actions, nous, cluster maritime français, c'est important pour valoriser les métiers et puis les ports et les territoires. Et puis surtout, il y aura une question, ce qu'on appelle la flotte stratégique. Je vous ai parlé tout à l'heure du bateau qui est en alerte en plein Suez, mais on peut se poser la question dans quelques années, et bien avant, Frédéric le sait, faut-il installer une flotte stratégique en France et en Europe? Et qu'est-ce que ça veut dire une flotte stratégique? Est-ce que l'iPhone de Nathalie il est considéré comme un produit stratégique, ou est-ce qu'on est sur des choses qui sont, ou des modèles qui sont différents du produit? Donc ça, c'est des réflexions qui sont en cours avec la Marine nationale et puis un certain nombre de parties prenantes, dont l'École nationale supérieure maritime, que je salue au passage. Les énergies marines renouvelables, évidemment, ça, on suit ça de près. Alors, là, vous avez les objectifs. Ce que je veux nous dire collectivement, c'est qu'on a des objectifs de décarboner le pays, tous collectivement, et pas forcément sur le maritime, parce que cette énergie marine renouvelable, elle ne va pas servir aux bateaux, elle sert aux entreprises et aux territoires en premier. Et ce que je veux nous dire, c'est que pour faire le bridge, c'est-à-dire pour arriver à l'objectif que nous demande l'État de décarboner d'ici 2030, d'ici 2040, d'ici 2050, il faut faire comme à la maison, il faut tenir le budget. Donc, et le budget, c'est-à-dire dire qu'est-ce que je fais à tel moment, qu'est-ce que je fais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, que ce soit les appels d'offres ou en tout cas comment j'opère les nouvelles fermes. Et ça veut dire que tout retard de ferme, de mise en place de ferme, pose une question sur est-ce que je vais réaliser l'objectif ? Et si je ne réalise pas l'objectif, moi, en production sur le territoire hexagonal français, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'objectif, il est décalé? Ou est-ce qu'on va devoir acheter à l'extérieur? Voilà, ça, c'est des questions aussi qui intéressent toute la collectivité. La pêche française, 2e producteur européen. Alors ça, je sais, sur la pêche française, je vais le dire tout de suite parce que peut-être que je le redirai un petit peu plus tard. D'abord, je travaille, et le cluster est vraiment ravi de travailler main dans la main avec le comité national des pêches. Donc ça, c'est vraiment un sujet fort et important pour moi, avec une question, enfin 2 questions, mais la première question dont je vais tout de suite, sur laquelle je suis un peu plus à l'aise, parce que j'ai un peu plus de levier, c'est le renouvellement de la flotte de pêche. Un bateau de pêche, en moyenne, il a 31 à 32 ans d'ancienneté. Qui conduit avec sa voiture qui a 31 ou 32 ans d'ancienneté, si le dimanche pour se faire plaisir, mais pas pour aller au bureau.
Et ça, c'est quand même une vraie question. Donc, j'ai le bonheur, là pour le coup, j'ai le bonheur d'être la présidente du fonds de dotation de CMA-CGM, le fonds Pulse. CMA-CGM, il y a quelques années, a dit « je mets 200 millions sur la table ». Et avec ces 200 millions, il faut décarboner, il faut aider à décarboner ou à trouver des petites solutions pour décarboner toute la flotte, hein, les gros bateaux comme les petits. Bon. Et donc, dans ces 200 millions, il y a 20 millions, mais un peu plus en fait, mais je vais rester sur les 20 millions pour l'instant. Il y a 20 millions pour aider les pêcheurs donc, à décarboner leur flotte. Et donc, il y a eu... ce fonds a mis très, très, très longtemps à se réunir et à être opéré. Ça, c'est vrai. Et il y a eu une réunion qui a été faite en juillet pour commencer à proposer, à financer des projets de décarbonation. Mais pas... Enfin, certains projets ont été proposés, on les a tous validés, mais il n'y avait pas de projet de pêche. Et ça m'a un petit peu ennuyé. Donc, on a fait en sorte de retravailler sur ce qu'on appelle une doctrine, c'est-à-dire la réglementation, ou comment on doit pouvoir, comment aider les pêcheurs à mieux utiliser ce fonds, ou en tout cas en demander l'aide. Et donc, actuellement, c'était encore cette semaine, on fait un vrai travail avec l'opérateur. CMA-CGM est plutôt très, très bienveillant, mais avec BPI, pour ne pas les citer, et ils ont vraiment fait le job cette semaine, et le président du comité national des pêches, pour effectivement faire en sorte qu'on puisse utiliser ces 20 millions, entre autres, et peut-être un peu plus, pour réaliser une feuille de route qui convienne au comité national des pêches. Et ça, c'est une vraie avancée. Donc, pour vous donner, si ce sujet vous intéresse, on devrait avoir, je dirais, une totale visibilité d'ici la fin de l'année, pour qu'en début d'année prochaine, début 2026, quand BPI va relancer ses appels d'offres, voilà, en tout cas, ça sera un appel d'offres qui sera validé par le Comité national des pêches, ce qui est quand même très bien sur la gestion de ces 20 millions. L'aquaculture, vous le voyez, hein, c'est une part très importante du bol alimentaire. Et si je veux dézoomer un peu et revenir sur les territoires ultramarins, l'aquaculture comme l'aquaponie, et l'aquaponie, c'est peut-être un mot un peu nouveau pour le cluster maritime français, moi je m'y intéresse, pour donner aussi des marges d'espoir et d'aide, notamment aux territoires ultramarins qui ont des zones extrêmement protégées, comme la Nouvelle-Calédonie, où c'est difficile d'aller pêcher, par exemple. Donc l'aquaponie, hein, on le rappelle, hein, c'est l'addition entre cultiver à l'air des légumes. Donc, c'est le principe des racines qui sont juste trempées dans l'eau. Et cette eau, elle circule, elle navigue sur un réseau fermé. Et dans ce réseau fermé, il y a des poissons qui viennent, je dirais, qui sont alimentés, donc, et qui, par leur déjection, leur production, favorisent évidemment les nutriments de cette eau. Mais François, si tu souhaites en parler un petit peu plus tard, peut-être que tu seras voilà, aussi un peu plus expert, mais c'est un vrai... François Hillier, hein, directeur de l'Ifremer, mais c'est une vraie attente et François, la Nouvelle-Calédonie est vraiment intéressé par ces solutions parce que oui, on n'est pas complètement en mer, mais on apporte aussi des solutions évidemment sur terre. Savez-vous que les 3 poissons, dans le bol alimentaire français, savez-vous quels sont quand on parle, je dirais, alimentation issue de la mer, savez-vous quels sont les trois produits qu'on consomme le plus? Donc, il y a le saumon, voilà, dont les stocks n'arrivent pas, évidemment, en majorité de la pêche française. Il y a le cabillaud, donc c'est un peu pareil. Et le 3e, c'est la crevette. Alors, je peux vous assurer que la crevette de Madagascar, avec ce que je vous ai dit, voilà, faites attention la prochaine fois, hein, elle ne rentre pas dans l'économie française, enfin pas directement, chez nos amis aquacoles. Par contre, si je vous parle de la crevette, on est vraiment en train de se transformer. Et ça intéresse le cluster maritime français. On a beaucoup de petites startups autour de nous. On a un petit index, on promeut quelques startups. Et il y a une startup en Bretagne qui est en train de travailler sur la culture de la crevette à terre.
Et donc, elle va livrer, donc elle a fait des tests, ça marche bien, et la première ferme de crevettes devrait naître, où est née, j'irai la voir d'ailleurs, en Seine-et-Marne. Donc, on pourra manger de la crevette française bientôt, et même hexagonale. C'est assez, il faut laisser la place, je dirais, à ces jeunes qui osent et qui répondent à une vraie problématique. Cette économie raisonnée et raisonnable du maritime dont je parlais. Si on continue, toujours, nautisme et plaisance, on est le premier constructeur européen de bateaux de plaisance, donc évidemment, on n'a pas à rougir, voilà, on a une belle industrie. Les câbles de communication, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais vous voyez 574 câbles sous-marins dans le monde. Vous voyez le nombre de transactions par jour, c'est incroyable. Et alors, sur les câbles de communication, la France est leader. Enfin, on est très très bien positionné d'un point de vue mondial. Donc là, c'est pareil. Il ne faut pas rougir, bien au contraire. Les grands fonds marins, donc vous savez, ou je vous redis, mais François vous le redira si vous l'interpellez dans la journée, 95% des espaces grands fonds restent à découvrir. Donc autant vous dire qu'on ne connaît rien. Et puis, je voudrais quand même vous parler de cybersécurité maritime, parce qu'à terre, on sait tout ça. On a nos systèmes d'information qui sont parfois hackés. On a des messages malveillants sur nos téléphones ou sur nos PC. Hein, ça, on le voit. C'est pareil sur les bateaux. Et je dirais, là, c'est pareil, Frédéric est peut-être aussi mieux placé que moi pour en parler, parce que Frédéric préside France Cyber Maritime. Mais je voudrais aussi vous dire que, principalement, les attaques cyber en France passent par un port, avant l'entreprise. Pourquoi? Vous le savez maintenant, parce que tout passe par un port, en fait. Voilà, les ports de commerce, vous les avez. Ce port de commerce qui n'est pas écrit, je vous le dis au passage, puisque ce n'est pas noté. Si on parlait des ports militaires, donc les 3 ports militaires français qui sont quand même très importants aussi pour nous, il y en a 2 en hexagone. Vous les connaissez, j'imagine, qui sont Brest et Toulon. Mais il y en a un 3e. Et le 3e, c'est La Réunion. Voilà. 3e port français est sur l'île de La Réunion. Alors, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste, mais c'est une base arrière très importante pour la France et la Marine nationale. Voilà, donc le reste des chiffres, vous les avez lus, je vais passer parce que je vois que je prends beaucoup de temps. La Normandie. Voilà, donc si on vient un peu sur notre territoire, vous avez déjà, ici, vous voyez comment, dans cette géosphère, dans cette économie globalisée dont j'ai un peu parlé, je n'ai pas parlé des autres pays mondiaux, mais on aurait pu le faire, comment vous contribuez et comment vous tenez le haut du pavé aussi sur cette partie d'économie bleue, notamment sur la partie transition énergétique. Et évidemment, je ne peux que vous saluer parce que vous l'avez compris, c'est souverain, c'est important pour évidemment à la fois la région, pour la France, et puis à titre individuel, j'espère que vous comprenez mieux effectivement quel est l'intérêt de soutenir tous ces grands projets, puisque tout ça c'est fait finalement pour le consommateur. Donc je vous les laisse découvrir. Voilà, donc port transmanche historique, évidemment, hein, on ne peut que le saluer, et surtout ici, au moment où on est en train de se parler. Port de pêche aussi, la Criée vend plus de 5000 tonnes de poissons par an, donc je souhaite les saluer aussi. Des unités hauturières et côtières, je dirais de qualité, hein, également. Donc moi, je suis consciente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la partie modernisation notamment de ces unités. Et puis, le port quadrimodal, ça c'est aussi important. Alors, je vais en parler quelques secondes. Mais alors, pourquoi c'est important? Parce que si on veut décarboner aussi, on parlait de la France et de l'Hexagone, on a parlé du port, on a parlé du bateau, mais il y a une façon de décarboner aussi rapidement, c'est ce qu'a fait Aropa, c'est ce que propose Aropa, c'est-à-dire de transférer les marchandises, toujours mon iPhone, hein, du porte-conteneur à une barge qui va faire Le Havre, Rouen, Paris, et qui va me le livrer quasiment au dernier kilomètre. Donc, tous les sujets
si vous voulez vraiment vous intéresser à la décarbonation vue de chez vous, c'est quand vous entendez parler d'Interland, c'est ce que les professionnels appellent l'Interland, c'est cette capacité de dire, mais finalement, je vais pouvoir utiliser mon téléphone, qui a une empreinte carbone quand même, mais qui a été sur un circuit long, certes, mais décarboné. Donc la partie multimodale des ports est vraiment très importante si on veut effectivement décarboner un pays. Parce que sinon, on le rappelle, c'est je sors mes conteneurs, mes boîtes, je les mets sur un camion et je prends la route. Voilà. Donc je peux les mettre sur une barge, c'est ce que on a en tête pour effectivement dire je minimise l'utilisation du carbone des routes. Et puis il y a la dangerosité aussi, il y a la saturation des routes, il y a la sécurité de la marchandise, enfin, c'est des sujets dont on ne parle pas et qui sont évidents derrière. Voilà, donc on fait aussi très attention dans l'atout unique. Évidemment, et j'ai vu Brittany Ferries, et même si Jean-Marc Rouet, son directeur général n'est pas là, mais je salue évidemment Brittany, et vous dire qu'on est très soucieux au cluster maritime français de regarder tout ce qui touche le dumping social. Parce qu'en fait, à ce stade-là, ce que je pourrais aussi vous ajouter, et vous l'avez peut-être un petit peu compris, que fait le cluster maritime français? Ok, on est porte-voix, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, en fait, on est à l'intersection entre les entreprises et toute la chaîne de valeur de l'économie bleue, à commencer par la formation, et le pouvoir politique, que ça soit au niveau du maire, que ça soit au niveau de la région, que ça soit au niveau de l'État. Donc, à ce titre-là, le cluster maritime français, bon, évidemment, autant que de besoin, j'ai des rendez-vous avec l'ensemble de ces parties prenantes, mais j'ai le bonheur, mais Frédéric aussi avait le bonheur de co-présider ce qu'on appelle le Comité France Maritime, qui dépend du Premier ministre, et qui vient donc défendre tous les sujets, enfin une partie des sujets que je viens de vous dire, pour tenter, je dirais, d'avoir des décisions ensuite politiques qui tiennent la route. En ce moment, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas en dire plus, mais sachez qu'on est effectivement, que le cluster maritime français occupe des places de négociation, ou en tout cas, avant la négociation, de tracer un sillon du développement économique qui est très écouté. Puis après, effectivement, il y a des débats politiques à l'Assemblée nationale et ailleurs qui sont un peu plus tendus. Mais en fait, on est dans ces cénacles-là pour l'Hexagone et pour les territoires ultramarins. Et à ce titre-là, avec, on va dire, les services de l'État, et notamment ce qu'on appelle communément, nous, la DGAMPA, mais en fait, on va dire c'est l'administration qui gère la question de la mer, on travaille et on fait valider ce qu'on appelle en entreprise une feuille de route, hein, c'est-à-dire des projets, des objectifs, donc à développer sur 10 ans ou un peu plus, et puis un peu moins. Évidemment, c'est important d'avoir un chemin, des projets, une stratégie pour notre pays, et c'est ce que fait le cluster maritime français depuis plus de 20 ans. Et j'en profite pour vous dire qu'en fait, dans ces temps forts, donc on vient à votre rencontre quand on est invité avec grand plaisir, et il y a un événement assez phare qui aura lieu dans quelques jours, d'ailleurs à La Rochelle, alors c'est pas ici, qui s'appelle les Assises de l'économie de la mer, où toute cette constellation dont je viens de parler se retrouve pendant 2 jours. On continue les projets structurants de souveraineté maritime. Je vous ai parlé beaucoup de souveraineté, hein. Donc on a la base industrielle EMR. Ça, je pense que je n'ai pas à vous convaincre, puisqu'on a largement discuté de l'urgence de tenir nos objectifs d'énergie marine renouvelable. Naval Défense Vallée, évidemment. Alors Naval Group, j'ai une pensée pour eux parce que j'arrive de Naval Group, donc je connais bien Cherbourg. Évidemment, CMN, navire de défense innovant, et puis toutes ces entreprises spécialisées, évidemment extrêmement importantes pour la partie défense, dont on a besoin parce que, comme le dirait le chef d'état-major de la marine, aujourd'hui, quand je vous ai montré la carte des 11 millions de kilomètres carrés, il n'y a pas un océan Pacifique. Il n'y en a pas. Il y a des tensions partout. Donc, si j'aurais pu vous rajouter tout à l'heure les petites routes avec mon iPhone, là, il va peut-être être stoppé dans quelques mois, dans quelques années, 10 fois, il n'arrivera peut-être jamais. Il n'y a pas un océan Pacifique aujourd'hui. Donc, on a besoin de moyens aussi de défense pour à la fois tenir notre espace,
pour pouvoir circuler librement et puis surtout faire circuler les produits dont nous avons besoin. Le hub énergétique, avec les projets qui sont extrêmement importants, évidemment, pour tenir la question des objectifs de décarbonation d'ici 2040. Et puis, je viens de le dire, et franchement, j'ai été à la création, enfin, à l'inauguration du terminal de ferroutage, et franchement, bravo. On parlait tout à l'heure d'Interland, ben on y est. Voilà, on y est. Et franchement, j'ai pas d'autres mots, si ce n'est de dire, j'espère que ce type d'initiative se reproduira sur d'autres parties du territoire hexagonal. Et je crois, si j'ai bien compris, que la ligne doit aussi continuer au-delà de l'Espagne, si j'ai bien compris également. Bon, j'ai perdu un peu de temps, donc je voudrais remercier par 2 slides une partie des adhérents du cluster maritime français qui sont en Normandie et qui contribuent à tout ce que je vous ai dit. Ils sont tous très importants, même ceux qui ne sont pas membres du cluster maritime français. Tous les acteurs qui contribuent, je vais passer la 2e slide, tous les acteurs qui contribuent à ce que j'ai dit sont tous très, très importants pour l'économie maritime, pour la France. Je n'ai pas trop parlé de la formation, ou pas suffisamment, donc je voudrais insister sur l'importance de l'École nationale supérieure maritime. C'est une école qui forme des marins de la marine marchande français. Et quand on a un bateau français, avec des marins français, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, un, que les règles de vie à bord et de respect, d'abord, sont tenues, ce qui n'est pas toujours le cas avec certains marins du monde entier. Le deuxième point, c'est que quand on est sur un bateau français avec des marins français, ben, quoi qu'il arrive, quand je vous ai montré les routes du monde, eh bien, mon iPhone arrivera à peu près à l'heure, ou en tout cas avec des bons moyens de sécurité, parce que quand on n'est pas un bâtiment français, on peut prendre du retard, on peut changer sa route. Enfin, c'est pas le cas aujourd'hui, mais les guerres économiques, elles peuvent prendre des couleurs différentes, indépendamment ou en complément des guerres terrestres. Donc c'est vraiment important de soutenir cette école nationale qui forme des marins, qui a pris le pari d'ailleurs d'en former beaucoup plus par rapport à ce qui s'est produit les années précédentes. Et j'en profite, même si c'est très technique, pour vous dire que quand on voit un bateau avec une immatriculation française, eh ben, on peut se dire que c'est l'économie française qui est effectivement au cœur de ce bateau. En tout cas, c'est plus intéressant de consommer français que de consommer, je dirais... ça, c'est un peu plus compliqué pour le consommateur. Un consommateur, quand vous avez un porte-conteneur, vous avez 15 000 conteneurs ou 18 000 conteneurs, c'est très difficile de dire « Ah, c'était un conteneur d'un autre pays européen, je ne vais pas récupérer mon iPhone ». Non. Mais derrière, dans le débat public, c'est vraiment important de soutenir le pavillon français, vraiment. Voilà, donc avec peut-être une trentaine de minutes, mais je suis peut-être un petit peu en retard, je voulais vous rappeler que les océans sont devenus un enjeu global. J'espère vous avoir, je ne suis pas convaincu, mais intéressé, que la montée des revendications territoriales était effectivement très forte et que les impacts, en fait, il faut installer cette subtile alchimie entre vouloir, pouvoir, dans un monde qui n'est pas gentil. Donc, on a beaucoup de chance parce que la France a cet espace maritime. On a en France et dans les territoires ultramarins beaucoup de créativité, beaucoup, je dirais, de moyens, beaucoup d'actifs qu'il faut respecter, qu'il faut valoriser. Pas faire du bashing. Et c'est sûrement, je dirais, une nouvelle voie qui doit s'ouvrir, où on doit peut-être consommer financièrement différemment, parce que vous savez que l'État n'a plus beaucoup d'argent, et avec l'aide du privé, ce qui est le cas, je dirais... travailler sur les enjeux principaux pour tenir, je dirais, la France à sa juste place. Voilà. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions.